Alors, liberté économique, liberté individuelle, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y en a une qui doit absolument passer avant l'autre? C'est une question qui est loin d'être anodine parce que si on essaie de les couper en deux, eh bien on risque de tout perdre. Allez, on plonge dans ce débat pour voir un peu ce qui se cache derrière. Bon, la question est sur la table. On pourrait croire que la réponse est évidente, mais en fait, pas du tout. Ça cache des débats philosophiques assez profonds et même des paradoxes super intéressants. Pour y voir plus clair, on va commencer par la vision la plus classique, celle qui a longtemps fait consensus. C'est parti pour la première partie, la vision libérale classique. C'est vraiment le point de départ, on peut dire que c'est le socle de la pensée occidentale sur la liberté. Alors comment est-ce que ça fonctionne, cette vision? Alors, au cœur de cette vision, il y a un concept clé, les fameuses fonctions régaliennes. L'idée, elle est assez simple en fait. L'État doit avoir un rôle minimal, mais ce rôle est absolument crucial. Il doit s'occuper de quoi? De la sécurité, de la justice, de la défense. C'est la base, le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Et cette image de la justice, elle est vraiment centrale ici. Pour la pensée classique, c'est clair, avant même de commencer à parler d'échanges, de commerce, de contrats, il faut un cadre. Un cadre légal, stable, et qui est garanti par l'État. Pour le dire simplement, la justice d'abord, le marché ensuite. Et c'est vrai que la logique, elle a l'air assez solide, non? Franchement, à quoi ça sert de signer un contrat si, en cas de problème, personne n'est là pour dire qui a raison? Sans un juge pour s'assurer que les accords sont respectés, le marché ce serait vite le chaos. Ça deviendrait complètement inutile. Donc, si on résume, le point crucial, c'est vraiment cet enchaînement, cette séquence. D'abord, l'État met en place la police et la justice pour garantir les droits des individus. Ça, c'est la liberté individuelle. Ensuite, et seulement à ce moment-là, la liberté économique peut se développer sur cette base bien solide. En gros, la liberté individuelle est la condition numéro 1 pour avoir la liberté économique. Ça a l'air simple dit comme ça, non? Eh bien, attention, ce n'est pas si simple que ça. On passe à la deuxième partie, le paradoxe de mise. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. On va voir apparaître une première grosse faille dans ce bel édifice, et ça, c'est grâce à un penseur très important de l'école autrichienne d'économie. Et ce penseur, le voici, Ludwig von Mises. Ce qui est assez ironique, c'est que Mises est lui-même un libéral classique. Mais dans son livre le plus célèbre, L'action humaine, il y a une idée qui va venir mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière et fissurer les fondations de sa propre doctrine. Alors, écoutez bien cette phrase, c'est la clé de tout. Toute l'activité sociale est de nature économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Mises, chaque fois qu'on agit, on fait un choix pour essayer d'améliorer notre situation. C'est ça, l'économie. Et là, attention, si toute activité sociale est économique, eh bien ça veut dire que les activités de l'État aussi, elles sont économiques. Et voilà, on l'a, notre paradoxe. Si la police, la justice, tout ça, ce sont des activités économiques comme les autres, comment est-ce qu'elles peuvent exister avant l'économie pour lui servir de base? C'est un peu comme vouloir construire les fondations d'une maison avec des briques qu'on n'a pas encore fabriquées. Vous voyez le problème? D'un coup, la belle séquence logique qu'on avait vue, elle se met à trembler sérieusement. Troisième partie, la faille de l'article 4. Là, on va encore plus loin. La critique ne vise plus seulement la logique, mais carrément le fondement philosophique de la vision classique. Et cette faille, elle se cache dans un texte historique que normalement tout le monde connaît. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un texte absolument fondateur, un monument. Et pourtant, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui suggère que c'est précisément là, au cœur de ce texte, que se cache une faille majeure. Regardez bien l'article 4, il est au centre de tout. Il dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Sur le papier, ça a l'air parfait, non? C'est juste, c'est moral, sauf que tout le problème, absolument tout, se concentre sur ce petit mot « nuire ». Et voilà, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a des faits objectifs, clairs, nets. Un vol, un meurtre, une violation de contrat, ce sont des atteintes directes aux droits de propriété. C'est factuel. Mais de l'autre côté, on a ce mot, nuire, ou la nuisance. Qu'est-ce que c'est, une nuisance? C'est complètement subjectif. Le bruit qui me dérange, c'est peut-être la musique qui fait danser mon voisin. Du coup, la question qui se pose est inévitable. Si la nuisance est subjective, qui décide? Qui va évaluer ce qui est une nuisance et ce qui ne l'est pas? Ça ouvre la porte à l'arbitraire. Il faudra forcément un tiers, un législateur ou un juge, qui va devoir peser des sentiments, des impressions et non plus des faits. Et selon l'analyse du texte source, c'est là qu'on met le pied sur une pente très glissante. Suivez bien le raisonnement. Étape 1. Le mot nuire introduit la subjectivité dans la loi.
Étape 2, ça oblige un tiers, l'État, à faire des calculs, à peser le pour et le contre, l'utilité d'une action contre sa nuisance. Ça, c'est le principe de base de l'utilitarisme. Étape 3, à partir de là, l'État peut justifier la contrainte, la coercition, au nom du plus grand bien pour le plus grand nombre. Et enfin, étape 4, cette logique où la fin justifie les moyens, pour l'auteur de cette analyse, c'est ce qui ouvre une porte d'entrée au socialisme. Cette image, c'est une métaphore parfaite de ce processus. On prend des sentiments complètement subjectifs, des j'aime pas, on les met dans la grande machine de l'État et hop, à la sortie, on a une politique qui se prétend objective et juste pour tous. Et c'est là toute l'essence de la critique. Un système qui repose sur l'arbitraire et le subjectif ne peut pas être un gardien fiable de la liberté. Bon, on arrive à la 4e et dernière partie, la liberté économique d'abord. Maintenant que la vision classique a été, disons, sérieusement secouée, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, le texte source propose de tout renverser, d'adopter une logique radicalement opposée. La conclusion de toute cette critique est assez nette. Un État qui se base sur une notion aussi floue et subjective que la nuisance ne peut pas être un fondement légitime pour le marché. Les fondations sont trop instables, trop fragiles. Il faut donc trouver autre chose. Et voici la thèse assez radicale qui est proposée à la place. Et si c'était tout l'inverse ? Si la liberté économique n'était pas la conséquence de la liberté individuelle, mais sa cause ? Si elle était la liberté première, la source de toutes les autres ? La séquence est donc complètement inversée. On ne part plus de l'État, on part du droit de propriété privée. C'est le point de départ de tout. De ce droit découlent les échanges, les contrats, en un mot, le marché. Et c'est justement parce qu'il faut protéger cette propriété et ces échanges qu'un système de justice et de droit finit par émerger, naturellement, depuis le marché lui-même. Dans cette vision, la liberté individuelle est bien une conséquence de la liberté économique, et pas l'inverse. Finalement, ça nous laisse avec cette grande question. Si on est d'accord pour dire que la liberté est un tout, qu'on ne peut pas la découper en morceaux, alors où est-ce qu'elle commence vraiment ? Est-ce qu'elle naît d'un droit un peu abstrait, garanti par un État, ou bien est-ce qu'elle émerge de manière très concrète du droit le plus fondamental qu'on puisse avoir, celui de posséder et d'échanger ? La réponse qu'on choisit, elle change absolument tout.